Mesdames et messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, les Georgettes, bonjour et recevez nos salutations les plus chaleureuses. Elles partent non pas cette fois-ci du studio El Hadj Omar Bongo du centre audiovisuel Nelson Mandela de Libreville, capitale du Gabon, mais elles partent tout simplement d'Abidjan. Je me retrouve à Abidjan et par la magie de la technologie, eh bien, nous nous retrouvons et c'est formidable. Nous avons avec nous notre équipe. On va toujours dire au grand complet parce que sur la ligne de départ, il y a Carole. Carole, bonjour. Bonjour Georges. Ah, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Très bien. J'aime bien. Comment s'appelle cette coiffure? C'est une coiffe américaine, africaine, des cheveux de métis. Ah, c'est-à-dire métis de quoi? C'est-à-dire un enfant né de parents de race blanche et de parents de race noire. Ouais. On dit que l'avenir appartient au métissage, va se faire avec. Oui, et il y en a beaucoup en Afrique. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est la coiffure du métissage. Des nationalités presque fictives, là. Il faut qu'on arrive à les croiser, que ça donne quelque chose. En tout cas, ça fait très joli. Hein? Très joli. Je crois que ce sont les téléspectateurs, ceux qui voient, qui sont contents. Les auditeurs vont se contenter de ce que je vais dire. En tout cas, elle a une très belle coiffure, Carole. Merci beaucoup de vous être mis sur votre... Merci beaucoup, Georges. Je n'ai pas idée sur votre 31, mais bon, vous êtes tous les jours sur votre 31. Et puis, de l'autre côté, nous sommes là en Côte d'Ivoire, mais moi, je suis un peu loin, à 60 km de Grand Bassam. Il se trouve là-bas une autre Georgette qui s'appelle Pulchéry. Bonjour, Pulchéry. Bonjour, Georges. Bonjour à toute l'équipe, les Georgettes. Alors, vous bougez beaucoup, hein? Vous avez fait Boaké, vous avez fait Abidjan, Angré, vous étiez à Bassam, vous êtes parti et vous êtes revenu à Bassam. Il faut dire que Bassam, c'est une belle ville, une ville balnéaire, la mer, la plage, la... Ça va? Comment? Ça va bien, Pulchéry? Oui, ça va super bien ici à Bassam, ça va. C'est vrai qu'il fait un peu chaud en ce moment, mais tout va bien. On va aller à Dakar. Nogueil, bonjour. Bonjour Georges. Alors la semaine dernière, vous étiez malade. Vous savez, il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe où. Hein? Je suis un peu méchant, mais bon. Oui, je sais. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui. Ok, ça va même bien. Oui, ça va très bien. Très bien, ok. Certains diraient, ça va plus mieux. Ou bien, si vous voulez, j'enfonce le clou, plus mieux que meilleur. Ça va plus mieux que meilleur, alors. Ça va. Alors, aujourd'hui, vous avez un rôle important à jouer. Hein? Un rôle très, très important parce que l'un des sujets dont on va parler concerne une découverte terrible qu'on a faite à Dakar. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse pour le moment pour aller à Milan. Je prends mon avion, direction Milan, Italie. Adrienne, bonjour. Ciao. Bonjour, c'est comme ça qu'on dit en italien? Oui, ciao Giorgio. Ciao. Ah, je pensais que ciao, ça veut dire au revoir. Non? Non, ciao. Ciao, ça veut dire? Ça veut dire bonjour, ça veut dire hello. Ah, parce que nous, les francophones, quand on dit bon, allez, ciao, ça veut dire au revoir. Non. Non. Et si on dit ciao. On dit ciao à tout le monde, ciao à l'aller, comme au retour, ciao. Le matin, on dit ciao. Quand tu rentres, tu dis ciao. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce qu'un Italien a mis encore le fer à repasser sur la joue de son épouse? Non? Non. Non, mais ce qui est sûr, il y a eu un fait marquant, une grande désolation. Depuis mardi matin, à 7 heures, aux environs de 7 heures, il y a un prêtre qui a été sauvagement abattu par... oui, un prêtre au nord de Milan, c'est-à-dire dans la localité de Com, là où il y a le lac de Com. Et c'était le prêtre de la charité, comme on l'appelait un peu, parce que bon, il s'est toujours occupé des plus démunis. Et ce matin-là, il avait chargé sa voiture pour aller distribuer le petit déjeuner quand un des sans domicile fils
l'a interpellé. Il avait un gros couteau de cuisine à main et il l'a poignardé. Ah, ça, c'est le genre de crime qu'on retrouve dans les pays développés. Des fois, on n'y comprend rien. Vous avez quelques explications déjà? Bon, il paraît qu'il avait ce dernier, l'assassin? Cet assassin, ce meurtrier, on peut dire sa nationalité. Pourquoi pas? Oui, c'est un Tunisien. Et donc, il avait déjà été interpellé à deux reprises par la police. Il devait être rapatrié. Il voulait pas quitter l'Italie. Et donc, c'était sa façon à lui de se venger. De telle sorte que, et quand il a fini, il a commis le meurtre, il est allé directement chez les carabiniers pour leur dire que c'est lui qui a tué le prêtre. Donc, Donc, là, il est coffré. Et c'est sûr qu'il ne rentrerait pas en Tunisie. C'est bien dommage que ce soit un Africain qui fasse ça. Ça ternit l'image des Africains. En tout cas... Comme toujours d'ailleurs. Vraiment désolé, c'est dommage que les Africains s'illustrent des fois de cette façon. Et puis c'est en Italie que ça se passe, ce genre de choses. Vraiment dommage. Les Africains, on vous attend sur de meilleurs terrains. Montrez vos capacités, votre savoir-faire en matière de technologie, en matière de culture, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis ici à Abidjan. Il y a un événement demain, c'est même aujourd'hui, excusez-moi. L'événement, c'est aujourd'hui. C'est un événement qui va marquer la promotion de la culture, des arts et de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Vous savez qu'on dit que l'Afrique, c'est le continent du futur. Et donc, il y a des initiatives qui sont prises pour faire en sorte que les jeunes Africains soient bien encadrés et aient les moyens de leur politique, les moyens de leurs rêves. Bon, on va continuer de rêver, mais on va retrouver dans la réalité maintenant Zita. Zita, bonjour. Zita, elle est à Libreville. Elle n'a pas bougé. Bonjour, Georges. Bonjour, Zita. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Votre bien, là, il est tellement timide que ça risque de nous rendre tous... ça risque de nous endormir. Il faut dire que ça va bien. Non, oui, bon, ça va bien. C'est juste qu'il y a un peu de rosée ici à Libreville depuis ce matin. Donc, ça a un peu refroidi tout le monde. Ça vous a rafraîchi plutôt. Moi, je préfère ça. Voilà. Alors, non, vous avez dit tout à l'heure non, et puis oui. C'était pas quoi? Non, je vais très bien. Ça va très bien. OK. Très bien. Alors, voici la composition de notre équipe, mesdames et messieurs. Vous avez vu tout le monde. Et nous allons prendre maintenant la direction de Dakar. Alors là, ça va être difficile à avaler. Mais j'ai encore envie de vous faire patienter. Parce qu'à Dakar, ce qu'on a découvert là-bas, non, c'est fou, c'est dingue. Alors, allons-y déjà en musique. Je vous propose une belle chanteuse camerounaise. Vous la connaissez, Carole, Dina? Oui. Très bien. Oui. Alors, comme c'est le week-end, on va permettre à Dina de nous proposer sa chanson sur le week-end, parce que pendant le week-end, chacun prépare ses affaires, chacun prend ses dispositions pour faire en sorte que, ce week-end se passe de la meilleure façon possible. Alors, voici Dina dans un morceau que vous allez apprécier qui s'appelle Week-end. Voilà, nous étions en compagnie de Dina du Cameroun, et vous savez que Carole la connaît très bien. On espère pouvoir la retrouver un jour dans nos émissions. C'est ça la partie agréable de notre émission de Ça va chauffer. Maintenant, on va faire monter le mercure. On va prendre la direction de Dakar. Tout à l'heure, je vous ai fait saliver un peu. Bon, maintenant, ça suffit. Nogueï, nous sommes en compagnie de vous. Qu'est-ce qui se passe à Dakar? Pourquoi des choses bizarres? Alors, ces choses bizarres, c'est quoi? C'est une école de formation à la prostitution. Attention, gardez vos cheveux bien calés sur la tête. Une école de formation. Vous avez entendu parler de ça, Nogueï? Oui, effectivement, à Dakar, il y a eu une école de formation à la prostitution à Dalifort, qui a été démantelée par la brigade des mœurs de Dakar. C'est où? Comment s'appelle le quartier? Le quartier s'appelle Dalifort. Ah oui. Mais, comme disent les Gabonais, c'est ça? En fait, c'était une maison où il y avait beaucoup de filles, des prostituées, qui étaient formées par une certaine femme, qui les formait et qui leur trouvait des clients, en fait. Ah oui, et donc elle est forte. La plus grande des discrétions. Ah mais c'est ça, vraiment elle a bien compris comment le monde tourne. Il faut former les jeunes
et puis il faut leur donner des possibilités d'emploi. C'est ce qu'elle a fait. Ah oui, vous trouvez? En fait, oui. En fait, du moment où je me dis que la prostitution est, il faut noter qu'à Dakar, la prostitution est réglementée, elle est soumise à une législation, elle est autorisée. Elle est autorisée. Oui, à Dakar, la prostitution est autorisée. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de regarder ce sujet-là, de le regarder, de l'écouter. On plante le décor et puis on va permettre à nos amis auditeurs et téléspectateurs, d'où qu'ils sont, de téléphoner pour prendre part à cette émission. Avant même que ce sujet n'arrive, retenez notre numéro de téléphone. Si vous êtes hors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Et si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Voici ce qui s'est passé à Dakar il y a quelques jours, une école de formation en prostitution. Un fait surprenant s'est produit récemment à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour preuve, la brigade des mœurs de Dakar vient de démanteler une maison close transformée en établissement d'initiation à la prostitution. Selon les médias locaux, 11 personnes ont été arrêtées dont la patronne de la structure, dont ils ont été déférés au parquet. Les suspects faisaient travailler parfois des prostituées de toutes les pointures et de tous les âges, moyennant une rémunération. À chaque fois que se présentait un client, généralement d'un certain rang social, il avait droit à une revue des filles, à charge pour lui de faire son choix. La présumée proxénète a déclaré lors de son audition qu'elle héberge plusieurs filles qu'elle initie à la prostitution. Elle défalquait un pourcentage pour chaque passe encaissé au motif que c'est elle qui les loge, les nourrit et paye pour leur sécurité. La prostitution est-elle un métier? Si oui, pourquoi ne pas se former avant de l'exercer? Vos commentaires au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon. Alors, Nogueï, quel effet ça vous fait de savoir qu'il y a eu un tel établissement dans votre ville, et si cet établissement a existé, c'est qu'il y en a peut-être d'autres? Personnellement, c'est pas quelque chose qui me choque. Parce que du moment où la prostitution est définie dans un cadre légal, qu'elle est réglementée, il faudrait s'attendre forcément à ce genre de choses. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, donc on pourrait assimiler cela à un métier, je dirais. Et donc, d'ailleurs, c'est le plus vieux métier du monde. Du monde, voilà, exactement. À Dakar, ça fait plus de 20 ans que la prostitution est légalisée. Donc, c'est vraiment pas une surprise. Alors, quand vous dites légalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être une prostituée à Dakar, il faut juste s'inscrire sur un fichier sanitaire et social et être âgé de plus de 21 ans. Et ce sera, voilà, exactement. C'est un petit carnet qu'on vous donne comme une carte d'identité pour définir que vous êtes une prostituée et que vous travaillez légalement. Mis à part ça, vous serez mis en prison. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous en dites, Carole, quand vous entendez ça? Je sais que, oui, Georges, je sais que Dakar, c'est l'un des premiers pays, c'est l'un des piliers dans la formation, dans l'éducation de la jeune fille. Il y avait une école de jeunes filles quand les Dakarois et d'autres citoyens sénégalais voulaient prendre épouse. Ils se rendaient à Saint-Louis pour chercher la bonne femme. Cette école n'existe plus. Bon, l'une remplace dans l'autre. Aujourd'hui, nous avons une école. Il y a cette école-là, je pense, Nogueï, vous avez entendu parler de cette école à Saint-Louis. On apprenait aux jeunes filles à faire de la cuisine, à faire de la vaisselle, à repasser les pantalons de leurs futurs époux. Voilà. Donc, c'est un des piliers de l'éducation de la jeune fille. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, il n'y a aucun pays au monde qui va dire qu'il va interdire sur son sol non, qui va interdire, même pas reconnaître, mais interdire sur son sol ce vieux métier là, la prostitution. Même dans même si c'est caché, ça se pratique dans, je pense, tous les pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'interdire ce qui sera forcément un fait. Donc, il n'est pas question de l'interdire, plutôt de l'encadrer, comme le fait le Sénégal. Et si il y a une école de prostitution, mais tant mieux, parce que si c'est un métier... Si une école de prostitution existe, est-ce que vous trouvez que c'est normal?
C'est pas normal parce que ça va dans la dépravation des mœurs. On ne peut pas dire le contraire. Ça va dans la dépravation des mœurs, mais vous savez, quand vous avez déjà un enfant têtu, quand vous avez un enfant délinquant, il ne faut pas l'amener en prison directement. C'est votre enfant, vous allez d'abord l'amener dans un centre où on prend en charge des enfants pareils. Même s'il veut devenir... Oui, un centre de redressement. Donc, je pense que peut-être dans ces centres-là, puisque la prise en charge des personnes qui se livrent à la prostitution, ça se fait de façon privée, les gouvernements ne s'y impliquent pas. Mais si dans cette école, on va retrouver des infirmiers, des médecins qui leur montrent comment prendre soin de sa santé, comment se protéger des maladies avec les autres, s'il y a des psychologues là-bas, parce que beaucoup de ces prostituées ont souvent des problèmes psychologiques, ont peut-être vécu une mauvaise enfance, etc. S'il y aura des médecins dans cette école, des psychologues pour prendre et des psychiatres même pour prendre en charge leur santé mentale, ce sera une belle chose. Donc mieux quand on a déjà un fléau sur place, il faut tout faire pour l'encadrer, pour sauver ce qui peut être sauvé. Peut-être dans cette école-là, on leur dira aussi que c'est vrai, la prostitution n'est pas bonne, mais... Bien, alors on vous a saisi, Carole. À la limite, vous n'êtes pas étonné, à la limite, vous admettez qu'une telle école existe, une école de formation en prostitution. C'est surprenant seulement que ça soit Dakar, que ça soit un pays religieux, parce que Dakar est à près de 92% musulmans. C'est un pays religieux, c'est pour cela que ça semble un peu bizarre. Je ne serais attendu à ce que ce soit un pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud qui ait cette école-là, mais pas un pays à plus de 90% religieux. C'est ça qui est surprenant. Mais si c'est pour encadrer ces personnes-là qui sont un peu laissées pour compte, on les laisse comme ça, voilà, c'est bon. Ça peut, c'est une pilule amère, mais il faut l'avaler. Ok, des fois on peut la cacher. Bon, direction Grand Bassam. Pulchéry, est-ce que vous êtes pas du tout surprise de savoir qu'il existe cette école? C'est sûr qu'il y en a d'autres dans Dakar, c'est sûr qu'il y en a également dans toutes les grandes villes africaines. Qu'est-ce que vous en dites, Pulchéry? Oui, la prostitution, d'abord, la question était de savoir si la prostitution était un métier. C'est vraiment un métier parce que dès lors où l'acte conduit à avoir de la rémunération, donc c'est un métier. C'est un métier économique même d'ailleurs. Voilà, donc ça ne me surprend pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a une école qui existe. Si ça existe au Sénégal, ça peut exister aussi à Abidjan, ça peut exister partout dans le monde entier. Et puis, là, c'est pas étonnant parce que... Il y a une école comme ça à Grand Bassam? À Grand Bassam, pour l'instant, je ne sais pas informer, mais je vais me renseigner pour voir si ça existe, que ce soit à Grand Bassam, Abidjan et en Côte d'Ivoire même. Mais il faut dire que c'est un métier qui existe depuis fort longtemps. Hein. Ici à Abidjan, par exemple, quand on dit par exemple Jean 4, directement, ça fait penser à ce genre de métier. Et quand on dit par exemple aussi Bel Air, c'est à Yopougon, ça fait penser aussi au métier. Donc, ça veut dire qu'il y avait des cités comme ça ciblées pour pratiquer ce type de métier-là. Donc, c'est un métier, oui. Il y a des lieux bien précis. Oui, il y a des lieux. Des lieux bien précis dans nos villes. Plateau au Vallon, oui. Concernant Zone 4, qui est un quartier de marque de la commune. Alors, Pulchéry. Oui, là-bas, qui est appelé la rue Saint-Paul. Oui. Pulchéry. Oui, Georges. Alors, tout le monde sait que ça existe, que le métier, il existe. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte de cette façon ou non, il existe. Maintenant, ce qui étonne, c'est la création, l'existence d'écoles. Oui, de centres de formation. Oui, c'est qui est évident, comme la personne qui a Est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe? Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord. Que ça existe. D'accord parce que, oui, je suis d'accord qu'il y a une école parce que, ça m'a l'air bien expliqué tout à l'heure, il y a ces femmes qui exercent ce métier-là qui ont vécu des problèmes. Donc, il faut qu'il y ait une école pour leur apprendre comment gérer tel problème, tel cas. Par exemple, des hommes qui viennent avec des brutalités et tout ça, comment se comporter avec eux. Donc, une école aussi pour leur apprendre toutes les maladies. Ça a déjà tellement bien expliqué tout à l'heure que je ne sais pas quoi rajouter. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une école pour pouvoir bien former ces femmes dans le métier. Ouais. Donc, tout à fait normal. Alors, je vous quitte pour aller à Milan, en Italie, à
Adrienne, vous êtes d'accord également que cette école existe parce que, bon, la prostitution, c'est bien un métier. Donc, pour bien pratiquer un métier, il faut être bien formé. Bon, il faut dire que j'ai été grandement surprise, comme le disait Carole, parce que bon, pour moi, le Sénégal, je voyais plutôt peut-être un pourcentage de plus de 90% de, comme on appelle, de musulmans. Et comme on le sait un peu dans nos coutumes, c'était quelque chose de trop flagrant. Donc, c'est la dépravation même. Donc, j'ai été vraiment surprise. Maintenant, bon, on dit qu'il faut créer des écoles. Est-ce qu'il faut vraiment créer des écoles? Parce que je pensais, au fond de moi, je me disais, si c'est une école, on essaie de voir nos enfants, parce que quand nous sommes plus petits, on nous demande quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et puis bon, imaginons nos têtes, nos enfants qui nous répondent, je vais être prostituée ou bien je sais pas. Donc bon, j'arrive pas vraiment à concevoir qu'il y ait des écoles. À la rigueur, bon, ceux qui se trouvent forcément dans cet engrenage, parce que bon, peut-être par les circonstances de la vie, les difficultés que les gens vont traverser de part et d'autre, bon, ils vont se retrouver sur le tas. Et puis bon, ils vont apprendre. Et puis bon, si jamais un peu comme aux Pays-Bas où c'est réglementé. Bon, on a tous ceux qui ont visité, par exemple, ces pays savent que bon, il y a ces femmes-là qui sont arrêtées comme dans des vitrines. Et puis bon, il y a ces maisons qui sont là et il y a le client qui peut rentrer. Et puis bon, voilà, choisir celle qu'il veut. Donc, on va dire que dans ces établissements, c'est tout à fait normal qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire on va leur enseigner comment se comporter. Je sais que j'ai suivi aussi un documentaire où, par exemple, la dame, elle disait que, par exemple, c'était elle-même qui devait, par exemple, poser le préservatif, parce que bon, sinon le client avait tendance peut-être à l'enlever au dernier moment. Et souvent aussi, il fallait se faire payer avant. Parce que bon, sinon, quand il a fini l'acte, il peut te dire, bon, ciao, et ça y est. Donc, bon, je veux dire qu'il y a ces rouages-là que, bon, peut-être les anciens vont apprendre aux plus jeunes et tout. Mais je ne vois pas vraiment le fait qu'il faut dire qu'il y a une école, quoi. Enfin, j'arrive pas à concevoir. Même si en Italie, ici, l'année dernière, en allant vers Turin, il y a eu une maison comme ça qui a été découverte. Mais c'était des jeunes femmes qui avaient été, disons, kidnappées au fond et qui ont été, disons, sous cette emprise. Finalement, ils avaient dit que c'était une secte et qui les avait recrutées. Et elles sont sorties de là. Il y en avait qui avaient pratiquement 32 ans, mais bon, qui étaient elles étaient déconnectées au dernier moment. Donc bon, il y a toutes ces situations-là qu'il faut voir. Moi, je peux pas vraiment croire qu'on crée des écoles. Je peux pas, parce que je me vois pas en train de dire à quelqu'un, tu sais, mon fils, il est en première année, parce que bon, il y a la prostitution, il y a aussi les hommes, mais je vois pas en train de dire, je vois pas en train de dire, tu sais, mon fils, il est en première ou en deuxième année de prostitution, je ne sais pas. Il doit y avoir des disciplines, des spécialités. Ok, je vais prendre l'avis de Zita. Zita, essayez d'imaginer ce qui se passe dans une telle école. Quelles sont les disciplines selon vous, les spécialités qu'on peut enseigner dans un tel centre de formation, Zita? Bon, moi j'ai été peut-être pas choquée, mais un peu étonnée comme toutes les Georgettes de voir qu'au Sénégal, il y ait une telle liberté qu'on arrive à créer une école de prostitution, sachant que qui dit école dit quand vous sortez d'une école, il y a un diplôme. Mais lorsque vous sortez de cette école, quels sont les endroits où vous allez déposer vos diplômes? Là, je ne sais pas. Et je ne sais pas, comme la question que vous m'avez posée, de savoir quelles sont les spécialités qu'on pourrait apprendre dans cette école-là. Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être un spécialiste qui pourrait mieux savoir quelles sont les spécialités, les matières qu'on peut dispenser dans cette école-là. Moi, je trouve ça un peu scandaleux.
Mais Georges... C'est scandaleux selon vous. Oui. Je reviens à Nogueï. Alors, Nogueï, vous savez, il y a une bonne partie des Georgettes, elles ont dit quelque chose. Elles ont fait un lien avec la religion. Y a-t-il véritablement un lien avec la religion? Voilà, j'aimerais apporter quelques éclaircissements par rapport à ça. J'ai remarqué que Georgette parlait de cette école de formation en termes assez formels, institutionnalisés. On parle de prise en charge psychologique, de risque de transmission des maladies, de spécialité. Il y a même Vita qui parle de matière. En fait, ce n'était pas fait dans ce contexte-là. C'est juste un réseau de prostituées où il s'agissait de trouver des clients. La femme qui a formé ce réseau-là, leur trouver des clients, c'est juste là, mais c'est pas carrément une école de formation. Et aussi, j'aimerais vraiment apporter quelques éclaircissements, surtout par rapport au statut religieux au Sénégal, que vous venez de dire tout à l'heure. Justement, c'est à cause de ce statut religieux-là que ces écoles-là ne seront jamais autorisées à Dakar. Et si on a autorisé, par exemple, on a réglementé la prostitution, c'est comme Carole le disait tout à l'heure, c'est pour éviter les risques de maladies, prise en charge, encadrement, parce que les prostituées à Dakar, elles sont soumises à des règles très strictes en fait. Genre, par exemple, par 6 mois, elles doivent aller chez un médecin pour faire des tests sur les MST, les IST, etc. On sait tous que la prostitution, c'est pas un métier que l'on peut interdire dans un pays. Soit on le fait de façon clandestine, soit on le fait suivant des réglementations assez formel. Et donc, je ne pense pas que le statut religieux, comme vous le dites, est vraiment sa place. Alors moi, je crois que quand les autres Georgettes parlent de religion, c'est en tenant compte du fait que la religion constitue une sorte de barrière, une sorte de forteresse qui devrait s'emparer des cerveaux des femmes et empêcher justement que comment on va dire ça, que la prostitution se développe et reste dans une sorte soit contenue. Mais on sait tous que la dépravation des mœurs, elle existe partout. À Dakar, on est une population à majorité musulmane. Donc, franchement, c'est quelque chose d'assez important pour nous et ça le reste toujours. Mais on sait tous que partout, il y a la dépravation des mœurs. Elle existe toujours. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, que l'on ne peut pas éviter, en fait. Et que je le répète encore, c'est fait et ce sera toujours fait dans un cadre vraiment clandestin. Oui, personne ne me dira, Adrienne, que à Rome, au Vatican, en tout cas dans la ville de Rome, il n'y a pas de prostituées. Il y en a, voilà, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout, même. Oui, la ville. Oui, même à Rome. À Rome, oui, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prostituées. Même ici, quand on prend les. Oui. Comment se peut-il que la religion n'arrive pas à contenir ce métier, à faire que ce métier ne se développe pas? Et pourtant, on dit que c'est le plus vieux métier du monde, donc il traverse le temps et qui existe partout, dans tous les pays, à n'importe quelle période. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas l'abolir, on n'y peut rien, c'est comme ça. Parce que même si on retourne dans l'Antiquité, c'était des choses qui existaient depuis toujours. Quand on parle, par exemple, de Sodome et Gomorrhe, c'est parce que c'était tout ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Bon, la ville de Pompéi, qui a été complètement ensevelie par le volcan, je crois bien c'est le Vésuve, mais c'était tout proche de Rome, toujours dans le même département. Mais c'était ce qui se passait là-bas. On ne peut pas l'abolir, on ne peut pas. Ça existe, c'est comme ça. Par endroits, on disait que c'était des femmes qui étaient stériles. Dans l'ancien temps, c'était des femmes qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'on essayait de livrer à ce genre d'activité. Parce que bon, les hommes, comme ça, ils étaient plus tranquilles, puisque bon, voilà, ils n'allaient pas rapporter à la maison d'autres enfants. Mais je ne crois pas, je ne sais pas s'il y a un mécanisme qui peut vraiment abolir ça. Ça fait partie des mœurs. Le monde a été créé ainsi. C'est impossible, on ne peut pas. Alors, Carole l'avait dit, oui. C'est normal que cette école existe. Permettez-moi de poser la question à Pulchéry. Pourquoi ne pas demander, ne pas jouer carte sur table? Parce que Nogueï l'a dit tout à l'heure, Nogueï a dit que, d'accord, le métier existe, il est reconnu, mais on n'admet pas encore qu'il existe des écoles de formation. Pulchéry, est-ce que finalement il ne faut pas y aller, il ne faut pas décider d'ouvrir des écoles?
de formation. Si on sait que le résultat peut permettre d'avoir une meilleure prise en charge de celles et de ceux, parce qu'il y a les hommes aussi, qui pratiquent ce métier. Oui, moi, je ne peux pas encourager une école à... Je ne peux pas encourager l'ouverture d'une école pour faire ça spécialement. Et nous, il y a les résultats qu'on va obtenir, c'est-à-dire un meilleur encadrement, meilleure prise en charge, des personnes qui savent où elles vont et qui ne font pas n'importe quoi. En fait, l'école du Sénégal, là, c'est une école dont les femmes, elles aident déjà le métier et puis elles sont de cette école-là. Donc, ce n'est pas une école ouverte pour que des personnes viennent s'inscrire, c'est-à-dire que des personnes qui viennent pour maintenant apprendre le métier là, non. On les recrute, on les forme et en même temps, on passe à la pratique. Non, là, c'est un peu de portabilité. C'est impossible, c'est impossible. Impossible de quoi? Impossible de quoi? C'est impossible que peut-être qu'un enfant vienne, un fils ou une fille qui vienne et qui dise maman, tu sais, je veux entreprendre le métier de prostitution. Donc, ben voilà, on va t'inscrire. Je ne peux même pas conseiller ça à non, on ne peut pas le conseiller. Voilà. Non. Ma question, les Georgettes, il ne faut pas dévier ma question. Oui, la question. Le métier existe, c'est le plus vieux métier du monde. Oui. Alors, dans ces conditions, pourquoi ne pas admettre qu'il y ait des écoles de formation? Voilà. Je ne vous demande pas d'encourager quoi que ce soit. Non, mais justement, on ne peut pas faire d'école de formation. On ne peut pas avoir des écoles de formation. Il ne faudrait même pas y penser. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des profs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des profs. Des profs qui vont suivre ces études-là. Des élèves vont passer à des élèves qui seront des cobayes, qui seront mis là pour les étudiants. C'est tout ça. Franchement, créer des écoles là, c'est pas bien parti. C'est pas bien parti. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont déjà dans le métier. Et puis on crée un centre comme ça, oui, il n'y a pas de souci, mais quitter par exemple l'école, si tu es dans le collège et puis tu quittes là-bas, tu dis non, je vais faire une formation pour être occupé là, franchement, c'est pas. Est-ce que vous n'êtes pas en train de j'allais dire, c'est vrai qu'à Bassam, il y a beaucoup de sable, hein. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fourrer votre tête dans le sable pour ne pas voir les réalités? Du tout, je ne suis pas en train de me porter dans le sable. Ah, si, j'ai l'impression que vous voulez vous cacher des réalités. Non, du tout. Carole. La question, voilà, je pense que je devrais me répondre. Alors, Carole, les autres Georgettes sont en train de se cacher, de se détourner de la réalité des choses. La vérité, elle est dure peut-être à avaler, à regarder, mais elle existe. Oui, vous voyez, en Afrique aujourd'hui, on a beaucoup de pays un peu hypocrites, certains gouvernements qui sont hypocrites, qui interdisent l'homosexualité, par exemple, chez eux. Mais ils ont interdit l'homosexualité dans la Constitution. Il y a une loi qui punit ceux qui sont coupables, qui se rendent coupables d'homosexualité. Mais est-ce que ça a empêché que l'homosexualité se développe dans tous les pays? Ça n'a pas empêché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer des centres, des associations. Il y en a beaucoup au Cameroun, des associations de prostituées, parce que c'est comme ça. On peut dire que ce sont des écoles, hein, ces associations de prostituées. Il y a les associations de prostituées de Douala, de Yaoundé, de Buea, dans la plupart des villes du Cameroun, des associations de prostituées, pour d'abord protéger la prostituée. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont prostitués, donc ils sont aussi dans ces associations-là. Donc, ces associations sont créées pour d'abord protéger le métier, protéger ceux qui font le métier face à l'adversité de l'environnement. Tout le monde n'accepte pas. Voilà. Savoir, ces associations, c'est aussi pour éduquer les prostituées sur les différentes maladies qu'elles peuvent attraper, non pas seulement par des rapports sexuels, mais également par la salive, par les sécrétions, comment on dit, les glandes sébacées et tout ça. Il y a des maladies qui ne s'attrapent pas seulement
On leur apprend aussi des maladies, le type de maladies des MST qui existent, comment savoir que tel homme souffre de l'herpès, comment savoir que ça c'est la gonococcie, quand vous voyez tel bouton sur un monsieur, sachez que c'est ceci, sachez que c'est cette maladie et vous devez vraiment vous protéger pour ne pas la contracter. Donc je pense que ces écoles-là sont importantes parce que le mal est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'encadrer, il faut encadrer ces personnes-là, il faut créer des centres pour leur prise en charge, morale et physique. Alors justement, Nogaï, est-ce que ça fait, comme dit Carole, on dirait ça fait hypocrite d'accepter le métier, de l'admettre, de faire en sorte qu'il existe officiellement, et puis de ne pas accepter qu'il existe des écoles? Je vais parler dans un cadre vraiment dans un contexte religieux en fait, en ce qui concerne le Sénégal précisément. Peut-être que ça peut se hypocrite ou pas, mais le Sénégal n'acceptera et n'aura jamais d'association d'homosexualité, de mouvement de prostituée ou quelque chose du genre. Parce que je pense que pour nous, ce serait vraiment favoriser la dépravation des mœurs. Et on est une société qui lutte contre justement cette dépravation des mœurs-là. Si on choisissait par exemple d'avoir une école de prostituée... Mais quand même, le métier existe déjà, il est admis, il est reconnu officiellement. Il est reconnu officiellement pour pouvoir protéger la population des maladies. C'est exactement, c'est juste pour ça. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, si tu es une prostituée et que tu n'as pas un carnet sanitaire, par exemple, tu vas directement en prison. Tu payes des amendes, et c'est juste ça. Mais au Sénégal, on est une population vraiment 100% religieuse, musulmane, et on n'acceptera pas la dépravation des mœurs, ni de favoriser la prostitution. On n'y peut rien. Donc, on la réglemente. Mais de là à aller mettre en place des écoles de prostituées, c'est une limite qu'on n'est pas encore prêt à franchir. Et je ne pense pas qu'on le sera un jour. Ok. Alors, merci beaucoup, les Georgettes. Celles qui sont choquées, qui n'arrivent pas à bien se tenir devant ce sujet, ne vous en faites pas. Il faut regarder maintenant, hein, c'est comme ça que le monde il est, regarder les réalités en face. Les admettre, peut-être pas forcément les promouvoir, mais les admettre. Hein. Et pour celles qui sont choquées, et pour tous ceux de nos auditeurs, de nos téléspectateurs qui sont choqués, eh bien, dites-vous que ça existe. Et j'ai envie de vous proposer de la bonne musique pour vous faire un peu oublier ça. Mais on oublie juste le temps d'un morceau. Et puis, sachez que ça existe bel et bien. Alors, nous allons prendre la direction du Rwanda, où se trouve un garçon qui s'appelle MK Isako. Et je crois que vous allez aimer ce qu'il vous propose, que vous admettiez ou non la prostitution, ou que vous admettiez ou non les écoles de formation en prostitution. MK Isako. Cette émission est pilotée au niveau technique par Bill Mangué, Sila Youssouf Sébastien, Pape Diouf, notre ami Olivier Futois. Avec tout ce beau monde, eh bien, nous allons prendre une autre direction, celle qui permet de noter des repères, tout ce qu'il y a comme repères en matière de culture, en matière d'art. Et c'est le rôle que joue Marie-Paul Redombina avec son zigzag dans Ça va chauffer. Africa Mia sur les traces de ces Maliens qui ont inventé le rythme afro-cubain. Rendez-vous chez Fatima, un tube légendaire dans les années 1960, né du voyage de musiciens maliens à la Havane, dont le film Africa Mia, sorti ce 16 septembre, raconte leur épopée. Et puis ce samedi 19 octobre a lieu le 3e prix de la fondation BJKD. Le prix BJKD est une initiative de la fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, ciblant l'entrepreneuriat des jeunes dans les domaines de l'innovation. Ce projet vise à contribuer à l'amélioration de l'employabilité ainsi que l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes filles et jeunes garçons. Il s'agit précisément de soutenir la mise en place d'une plateforme multi-acteurs de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes en Côte d'Ivoire. Et puis le Centre culturel des rencontres internationales de Ouidah verra bientôt le jour. L'espace inédit des arts et de la culture en Afrique se concrétise. Une convention à cet effet a été signée ce 17 septembre par le ministre du Tourisme béninois et le Centre international des recherches culturelles. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout, n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19.
Alors chacun a eu sa petite dose de rire ou de sourire, c'est comme ça va chauffer. Sans oublier que Marie-Paul Dombina a permis aux uns et aux autres d'avoir des repères en matière de culture, en matière d'événements culturels sur le continent, mais en tout cas d'événements culturels concernant l'Afrique, parce que des fois ça a lieu en dehors de notre continent. Voici une autre rubrique qui permet de décerner, on va dire, la palme d'or aux personnes qui se sont le mieux distinguées tout au long de la semaine écoulée. Et aujourd'hui, pour vous amener ce sujet, je vais retrouver Zita. Zita, vous êtes là, vous n'êtes pas, ne vous êtes pas enfui devant le sujet sur l'école de prostitution. Je sais que ça vous a choqué. Non, pas du tout. Bon, et puis on vit avec ça. C'est le plus vieux métier du monde. Mais ce qui m'a choqué, c'est juste parce qu'il y ait une école de formation sur ce métier-là. C'est juste ça. Mais bon, on sait que ça existe. Ouais. Je suis sûr que si vous fouillez bien Libreville, vous allez voir des centres comme ça. Fouillez bien, vous allez voir. Des centres non, mais il y a des quartiers. Il y a des quartiers qui sont réputés pour ça, où on peut les trouver, que ce soit des Asiatiques, des Africaines, ou voire même des Européennes. Il y a tout, des Gabonaises aussi. Faut pas se détourner de la réalité. Non, voilà pourquoi j'ai parlé d'Africaines. Donc, Gabonaises, Camerounaises, ainsi de suite. C'est pas, je n'exclus pas les Gabonaises. Alors, vous savez, ce que quelqu'un m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure, on dit, le grand Drogba, il a fait sa fortune avec son corps, avec ses pieds. Et pourquoi on est choqué que des femmes ou des hommes fassent leur fortune ou gagnent leur pain avec leur corps, mais d'une autre façon. Bon, le débat sur ce plan-là, on va l'oublier un peu. Revenons à notre méritocratie. Il n'y a pas seulement les femmes. Voilà. Mais on nous a dit qu'il y a des hommes prostitués. Il y a des hommes prostitués. Effectivement, il y a des hommes qui se prostituent de nos jours, que ce soit les hétéros ou les homosexuels. Ok. Et puis des fois, on retrouve même la prostitution dans le milieu politique. Vous savez qu'on aime bien taper sur la tête des politiques. Et on retrouve ça aussi là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu le film La double vie de Samantha. Non. Avec Jennifer Love Hewitt. Ce film la décrit parfaitement tout ce qu'on est en train de dire. Il faut chercher à le voir en ligne. Oui. Okay. Il faut le voir, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, vous l'avez vu, Adrienne? Oui. Mais vous êtes toujours choquée? Non, j'ai été... Non, en tant qu'Africaine, savoir qu'il y a une école... Encore des valeurs. Oui, on a encore des valeurs, on ne peut pas, on peut pas. Sinon, on sait que ça existe. On sait qu'il y a des mamans même à la maison qui enseignent même à leurs filles. Des mamans qui sont assez fortes en voyant comment la vie se déroule aujourd'hui. Il y a des mamans qui préparent leurs filles, qui leur disent, écoute, quand tu vas rencontrer ton homme, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la cuisine, hein. Il y a des mamans qui se libèrent. C'est compris. Allons-y maintenant pour la méritocratie. Je retourne à Libreville avec Zita. Zita, ça va mieux, hein? Je crois que ça va mieux. Bon, oui, ça va très bien. Bien, alors allons-y. C'est qui détient la palme d'or cette semaine-là? C'est une jeune femme et c'est très bien. Oui, cette semaine, nous avons décidé d'attribuer la palme d'or à Vanessa Ishimiye. C'est une jeune Rwandaise d'origine de 24 ans qui a décidé de créer des écoles pour des enfants réfugiés parce qu'elle était elle-même aussi réfugiée dans un camp au Rwanda. Ok, alors on propose le sujet et puis voilà un sujet aussi qui parle de centre de formation et puis on revient à Boule et Georgette. J'espère que celles qui étaient un peu coincées vont se retrouver.
Vanessa Ishimie est une jeune femme de 24 ans d'origine rwandaise, fondatrice du HIDA, l'initiative des jeunes pour le développement en Afrique, qui est un centre qui éduque les enfants et les jeunes et leur crée des opportunités d'emploi dans les camps de réfugiés ougandais. Vanessa Ishimie a elle-même dû rejoindre le camp de Kiaka 2 après avoir perdu son père. À cette époque, elle avait remarqué que ce camp ne comportait pas d'école. Elle a alors monté un centre d'apprentissage pour les enfants venant des pays francophones et qui faisait ainsi face à une barrière linguistique. Alors qu'elle n'a que 18 ans, Vanessa Ishimie donne ses premiers cours aux enfants sous un arbre. Les parents devaient y contribuer à hauteur de 5 000 shillings, environ 1,36 $ par enfant et par trimestre. Ceux qui n'en avaient pas les moyens devaient travailler dans le jardin de l'école et l'argent obtenu des récoltes permettait de faire fonctionner l'école et de rémunérer les enseignants. À travers cette initiative, la jeune entrepreneur a réussi à créer des emplois à la fois pour elle-même mais aussi pour les jeunes réfugiés qui donnaient des cours aux plus petits. Vanessa Ishimie a finalement obtenu un partenariat avec l'UNICEF et le programme IDEA Fort Africa qui lui ont fourni une formation en entrepreneuriat afin de développer davantage ses compétences. En 2019, Vanessa Ishimie a remporté le prix Amzisha et son entreprise a reçu des subventions et signé des accords avec plusieurs organisations dont la fondation Mastercard. Bravo à Vanessa Ishimie. On applaudit Vanessa, s'il vous plaît. J'entends pas vos applaudissements. Ils sont faibles. Je vois pas ceux de... J'entends pas non plus ceux de Nobel, voilà. Ok. Voilà. Oui, c'est des choses qui sont formidables. Hein. On peut passer presque d'une extrême négative, si on peut entourer ça de cette façon, à une autre extrême beaucoup plus positive. Je sais que là, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le cas Vanessa. On la salue très fort et on l'encourage et on souhaite que ce genre d'initiative se propage à travers l'Afrique. Je sais que Pulchéry est beaucoup plus à l'aise avec ce genre de sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Quel type de sujet? Le sujet de Vanessa ou dans le sujet Maintenant, on a fini avec l'école de Nogaï. Non, l'école de non, mais, oui, genre, en fait, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que c'est un sujet qui est réel. Les réalités sont là et puis voilà. Il faut venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Oui, évidemment. Évidemment. Ok. D'accord. Alors, Nogaï, voici un autre centre de formation, en tout cas de la formation, insufflé par une jeune fille. Par exemple, ça, c'est quelque chose à soutenir, c'est quelque chose à applaudir. Ouais. C'est plus positif, c'est plus brillant, c'est plus... Voilà, exactement. Ça, au moins, c'est des choses qui sont utiles pour la société. Et franchement, je la félicite parce que j'aime bien les personnes qui n'attendent rien de l'État, en fait. Ils disent non, ça doit être quelque chose du service de la protection de l'enfance, bien du gouvernement. Elle a pris une initiative qu'elle a elle-même pilotée. Et franchement, je dis chapeau à elle et je la félicite. Ça va. OK. Adrienne, vous êtes heureuse de voir une jeune femme, une jeune africaine, qui était en difficulté, qui a récupéré ses difficultés et qui en a fait quelque chose de positif. Oui. Ben, on l'apprécie, on l'admire et puis bon, on encourage d'autres personnes. Oui, je dis qu'on encourage d'autres personnes aussi qui ont ces talents-là d'essayer d'émerger pour venir en aide aux autres. Un peu comme le prêtre qui a été malheureusement assassiné. C'est quelqu'un qui avait passé tout son... Quelqu'un qui pose des actes positifs, quelqu'un qui se distingue de façon positive. Comment se fait-il que c'est lui? Il a passé tout son apostolat, voilà. Donc, on ne va pas rester sur le décès, mais on va encourager d'autres personnes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout sur le continent africain, pour aider les autres. Voilà, et pour faire avancer nos différentes sociétés. Et on va saluer encore très fort Vanessa. Carole, vous avez des mots chauds, des mots chaleureux pour elle. Comme le dit Nogaï, voilà une bonne chose par rapport à ce qui a été décrié à Dakar. Mais il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des personnes là pour s'occuper des autres qui sont dans le besoin. Les prostituées également sont dans le besoin. Ce sont des êtres humains. Elles servent aussi à quelque chose dans la société. Elles sont aussi un peu utiles parce que vous savez très bien que nous ne naissons pas ou nous ne grandissons pas tous avec nos 4 membres. Il y a certains qui n'ont pas leurs membres. Il y a certains qui sont
qui n'ont pas de jambes, il y a certains qui sont sexuellement impuissants, il y a certains qui n'arrivent pas à trouver une femme ou un homme pour les accompagner dans leur vie. Et ils ont des besoins sexuels, ils ont envie de sentir de l'amour, de la chaleur. Et j'ai vu un documentaire en France qui montrait comment ces femmes-là, ces prostituées-là étaient utiles à ce genre de personnes qui sont très souvent internées, des malades mentaux qui sont internés, qui ont besoin de chaleur, etc. Et rien que pour un petit moment de chaleur, quelqu'un qui cause juste avec toi, te caresse, te fait des petits câlins, tu te sens un peu important. Donc je pense que c'est un mal utile, un mal nécessaire dans la société, ce genre d'école. Mais je dis bravo déjà à cette Rwandaise parce que en Afrique, si on est solidaire, la solidarité et l'hospitalité, c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Ok. Ah oui, j'ai failli vous dire, j'ai failli croire que vous aviez oublié Vanessa, mais bon. Non, je ne l'ai pas oublié, je la félicite parce que vous savez, on ne peut pas voir le malheur autour de nous et ne pas le faire. C'est la même, je pense que c'est la même force, la même raison qui a poussé celle qui a créé cette école à Dakar à le faire. C'est-à-dire venir en aide à autrui, venir en aide à l'autre. Les réfugiés, ils sont aujourd'hui dans presque tous les pays du monde. Il y a les guerres partout. Ces enfants-là ont besoin, qui n'ont pas la chance de grandir avec papa et maman. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont importants dans la société, qu'il y a quelqu'un qui a posé un regard de maman, un regard de papa sur eux et les aide à s'en sortir, à grandir parce qu'il faut construire leur avenir. Je retrouve Zita. Zita, vous êtes toujours là, hein, bien sûr. Oui, je suis là. Il ne faut pas disparaître. Il faut regarder les réalités droit dans les yeux. Vos yeux dans les réalités de la yeux. Non, il ne faut pas disparaître. On vit avec ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, si vous le voulez bien, il faut qu'on fasse un rappel à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du nettoyage. Ça veut dire quoi, Zita? Bon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale ou internationale du nettoyage. Cela voudrait dire que chaque citoyen, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu dois te retrousser les manches pour nettoyer, ne fût-ce que ton environnement, ou bien pour ceux qui sont dans des associations, pour le nettoyage, par exemple, des endroits comme les plages et tout. Et cette initiative, elle est née en Estonie. N'en dites pas plus. On va proposer le sujet aux Georgettes, aux auditeurs et aux téléspectateurs, et puis on va vous faire réagir à la suite de ça. Donc, n'oubliez pas, 19 septembre, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre, et à cette date-là, vous devez retenir que c'est la journée internationale du nettoyage et vous devez tout nettoyer autour de vous. Voici notre proposition et nos explications. La journée mondiale du nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays. Pour 2020, la date retenue est le 19 septembre et les organisateurs escomptent une participation encore plus massive. Malgré une dénomination très anglo-saxonne, l'origine de cette journée est estonienne. En effet, la journée mondiale du nettoyage s'est inspirée de l'action Let's Do It, née en Estonie. Lors de cette journée, chaque citoyen est appelé à se remonter les manches et à se joindre à l'effort commun à travers le monde. Une telle initiative renforce la conscience citoyenne en même temps que la planète s'en trouve beaucoup plus propre. Cette initiative a traversé les frontières et a atteint l'Afrique puisque des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Tchad, pour ne citer que ceux-là, ont initié des journées citoyennes qui ont fait naître parfois une nouvelle pratique sportive appelée le plogging, qui permet d'associer plaisir et ramassage de déchets, une nouvelle pratique sportive qui associe la course à pied et le ramassage des déchets. Cette pratique pourrait aussi s'appeler le courir utile. La journée internationale du nettoyage conduit à faire prendre des initiatives pour que les citoyens bénévolement nettoient leur environnement. Quelle initiative proposez-vous? Quelle initiative proposez-vous, Zita? Je reste avec vous, c'est vous qui proposez ce sujet. Alors, commençons par vous. Bon. Faut pas faire comme les cordonniers. Non, il y a beaucoup d'initiatives.
Mais ce que moi je peux proposer, c'est par exemple le nettoyage des plages. Nous ici à Libreville, bon, les gens sont un peu indisciplinés. Ils jettent des canettes, des sachets et tout. Je pense qu'aujourd'hui serait une bonne journée où des gens, nous pouvons aller à la plage pour nettoyer ces endroits-là. Ou bien ceux qui n'ont pas peut-être la possibilité de le faire, vous pouvez le faire même chez vous. Vous pouvez nettoyer les alentours de votre concession. Ça, c'est aussi déjà une initiative en soi, mais il y en a beaucoup d'autres. Ok, c'est bien noté. Et votre sujet, pendant qu'il passait, il a été illustré par des images sur la plage. Et dans notre émission, il y a beaucoup de Georgettes qui habitent des zones où il y a des plages. Il y a vous déjà, Zita, il y a Nogueil à Dakar, il y a Pulchéry à Grand Bassam. Donc là-bas, il y a des plages. Et bon, il va falloir descendre, mesdames, sur les plages et puis faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus propres. Pulchéry, la plage de Grand Bassam, elle se porte comment? Quelle est sa physionomie? Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle est propre ou bien après le passage de tous ceux qui viennent pendant le week-end, parce qu'aujourd'hui là c'est samedi, qui viennent pendant le week-end, et bien après le passage c'est vraiment dégueulasse comme on dit, des canettes, des plastiques, des sachets, comme le dénonçait tout à l'heure Zita. Oui, exactement. À chaque fois que les personnes quittent la plage, c'est vraiment désagréable. Il y a beaucoup d'ordures en bordure des plages et vraiment, c'est pas joli. Plusieurs fois, les autorités des villes là, ont fait des sensibilisations, ont parlé à tout le monde, mais ça ne change pas. Franchement, c'est chacun qui va prendre la décision de rendre les plages propres et puis ça va rester. Donc, c'est une bonne occasion pour apporter la propreté sur nos plages. Vraiment, c'est la bienvenue. Alors, soit sur la plage, soit autour de la maison. Oui, ça peut être la plage, ça peut être les maisons. Comme nous sommes le samedi, c'est pas évident d'être au travail. Donc, la maison, par exemple, moi j'habite un immeuble, donc voir les voisins et puis participer à un nettoyage de l'immeuble, c'est ça aussi le 19 septembre. Ça peut se faire ensemble, en groupe. Et puis, il faut dire que, comme on parle de la Côte d'Ivoire, il y a une initiative qui a été lancée par la ministre de l'Assainissement, Madame Anouloto. Et chaque mois, il y a un événement comme ça qui se produit dans un quartier d'Abidjan ou dans une ville du pays. Oui, un moment bulldozer. Effectivement, c'est comme ça avec la ministre Pardon, pourquoi souriez-vous? Pourquoi souriez-vous? C'est pas sérieux, l'initiative de la ministre? Non, c'est sérieux. En fait, c'est pas l'initiative que vous savez. En fait, c'est quand on pense à elle, on pense directement à comme si sur le moment du côté quand il y a elle a un surnom. Oui, un surnom. Ah, mais c'est comme ça, tous les personnages publics connus. Et pourquoi Maman Bulldozer? Pourquoi Maman Bulldozer? Parce qu'à un moment donné, oui, allô? On connaît le bulldozer, c'est ce véhicule-là qui vient pour nettoyer, pour casser les choses qui sont mal construites et tout ça. Donc, c'est cassé. Donc, des il y a plusieurs personnes comme ça qui ont été Maman Bulldozer. Comme c'est elle qui est l'initiative de ce mouvement, donc on l'a ainsi surnommé Maman Bulldozer. Sinon, l'initiative est à saluer, ça est bien. De reprendre un peu certaines cités, certains quartiers, certaines communes de la Côte d'Ivoire. Alors, Pulchéry, je vous arrête. On a un appel. Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Soudan. Du Soudan? Wow. Mais ça, c'est super. C'est la première fois que ça nous arrive, du Soudan. OK. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Gérald. Oui, c'est par rapport au thème du jour, sur le fait qu'on ait ouvert une école de prostitution au Sénégal. Oui, comment voulez-vous réagir là-dessus? Moi, je trouve que c'est attendons le truc. Est-ce qu'on a besoin de comment ça s'appelle, si je peux appeler ça, la pratique de la sexualité. On sait tous ce que ces hommes et femmes, on les appelle, il y a
professionnels du sexe, on n'est pas obligé, ça c'est pas notre... On n'est pas obligé d'avoir un centre de formation. Ce ne sont pas nos valeurs. Oui. Pourquoi mettre en avant une école de prostitution quand on pourrait mettre dans une école qui fait dans autre chose? Là, je faire l'apologie. Donc vous n'êtes pas d'accord? Après, bientôt, on va nous parler de la vulgarisation, de la légalisation de ce métier-là en Afrique. Et pour moi, je trouve que c'est assez aberrant. C'est aberrant. Ok, c'est bien noté. En tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous nous appelez du Soudan. En tout cas, merci beaucoup. Pour la première fois, on a un appel du Soudan. Ça fait chaud au cœur. On était avec Pulchéry, on parlait de Journée internationale du nettoyage. Pulchéry, la balle est dans votre camp. J'allais dire la pelle, le râteau sont dans votre camp, dans vos mains. Oui. Et on parlait vous étiez en train de nous expliquer pourquoi Madame le ministre de l'Assainissement, pourquoi elle avait le surnom de bulldozer. Le bulldozer, j'expliquais un peu, je disais que à un moment donné, Madame le ministre a dû casser tout ce qui avait été construit de façon vraiment désordonnée ici à Abidjan. Il n'y avait pas qu'à Abidjan, il y avait aussi certaines communes à l'intérieur du pays. Voilà, donc comme le bulldozer, c'est cette machine, ce véhicule-là qui est chargé de casser, de détruire certaines choses, c'est pourquoi on lui a octroyé ce surnom. Maman bulldozer. Et elle a été chantée même dans la chanson de Yodé Citro. Voilà. Donc, elle porte bien son nom. Mais c'est bien qu'il faut nettoyer la ville. Ce qui est anarchique, il faut s'en débarrasser. Mais en même temps aussi, il faut anticiper parce qu'il ne faut pas attendre que les gens s'installent, que les gens construisent en dur pour venir après les déloger. Il faut anticiper. Justement, voilà. Justement. Alors, dites-nous, c'est le week-end, aujourd'hui c'est samedi 19 septembre, vous allez prendre votre râteau et votre pelle et votre balai pour, vous avez dit, nettoyer autour de votre immeuble. Oui, autour de mon immeuble. Vos voisins vont nous dire, ils vont nous rendre compte. Vos voisins vont nous rendre compte. Les voisins, oui, ils vont, on vous enverra les photos. Donc, voilà, faites des photos. Avec les voisins. Et puis aussi, le 19 septembre, c'est une date assez importante pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc, après ça, on va faire des prières pour tous nos disparus. Ah, vous avez dit 19 septembre pour la Côte d'Ivoire, c'est? Oui, on a vécu une crise politique le 19 septembre 2002. Voilà, on a perdu beaucoup d'êtres chers, Bouba Doudou, Marcelin Yassé, évidemment, qui était mon voisin. Donc, on va... vous avez parlé de Marcelin Yassé, grand artiste qui est parti ce jour-là. Grand arrangeur, ouais. On attend même, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi l'État de Côte d'Ivoire depuis ne baptise pas une rue ou un bâtiment ou une salle de spectacle à son nom. Bon, on va en reparler. Merci beaucoup. On attend vos photos et on attend que vos voisins nous confirment que à l'occasion de la Journée internationale du nettoyage, Pulchéry a tout nettoyé autour de son bâtiment. Et qu'elle est même allée sur la plage également pour faire le même travail. Est-ce que Carole va faire pareil? D'accord. Est-ce que Carole va faire pareil? Au Cameroun, déjà, nous sommes... Oui, Georges. On fait appel au bénévolat, au volontariat, à la bonne volonté des uns et des autres dans ce genre de journée. On oublie un peu même les autorités. Oui, c'est une culture. Le bénévolat, le volontariat, c'est d'abord une culture. Il faut déjà l'avoir. Il faut avoir le souci de son environnement, le souci d'autrui. Nous sommes toujours dans le même sujet depuis le début de l'émission. Le souci de son environnement, le souci d'autrui. Qu'est-ce qui est meilleur que vivre quelque part où tu marches, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de papier mâché, de peau de banane sur le sol. Au Cameroun, depuis 2015, il est institué, c'était d'abord mensuel, des journées mensuelles de propreté. Tout s'arrêtait de 8h à 10h. Tout s'arrêtait dans les marchés, les quartiers, personne ne bougeait. Les populations étaient avec pour superviseurs les sous-préfets, les chefs de départements administratifs, les associations, les chefs traditionnels, voilà.
tout le monde devait nettoyer devant chez soi. Tout le monde nettoie devant chez soi. Dans certains quartiers, c'est le lundi, d'autres le mardi. De lundi à vendredi, chaque quartier a sa journée de propreté. Tout s'arrête. Il faut repeindre les murs pour ceux qui sont devant la chaussée, puisqu'ils sont en route, dont les façades se voient. Il faut refaire la peinture quand elle est délabrée. Il faut balayer sa maison, il faut balayer sa boutique. Il faut faire la propreté jusqu'à 10h. Tout est fermé. Et les agents communaux sont là chargés pour veiller à ce que ce soit appliqué. Même si, ça continue plutôt? Ça continue. Maintenant, c'est hebdomadaire. Ça continue. Le week-end, tout le monde est autorisé à se reposer, mais de lundi à vendredi, chaque quartier dans tout le Cameroun, chaque quartier a sa journée de propreté hebdomadaire où tout s'arrête jusqu'à 10h. Les boutiques n'ouvrent pas. Donc, si vous avez faim, vous voulez manger votre pain, sachez que ce sera à partir de 10h30 que vous pourrez l'acheter. Parce qu'avant ça, le boutiquier a fermé. Il est en train de nettoyer, désherber, nettoyer, balayer. Vous également, devant votre maison, dans vos quartiers, vous balayez, vous nettoyez. Mais cette initiative d'aller sur les plages, de nettoyer, on n'a pas encore ça ici. Parce que pour que ces journées soient installées, il fallait le fouet. Vous savez, les populations ne se lèvent pas un matin comme ça. Le volontariat n'est pas une culture encore ici chez nous. Donc, les populations ne se lèvent pas comme ça de manière spontanée pour faire la propreté. Il fallait que la police soit là, la police soit derrière nous. Et merci à ce préfet-là qui a eu cette idée en 2015 d'instituer ces journées-là. Donc, c'est bien de vivre. Bonnes idées également, c'est ça. Voilà, on a de bonnes idées et on en a toujours eu. C'est que ce n'est pas popularisé. La télévision est venue nous aider à populariser les bonnes initiatives africaines. La question, elle est directe maintenant, pour Carole. Vous, Carole, qu'allez-vous faire? Ce que je fais ce samedi, déjà, je l'ai déjà fait parce que je le fais tous les matins. Vous n'avez pas seulement... Non. 19 septembre, journée internationale du nettoyage. Ce jour-là, il est un peu particulier. Même si on a l'habitude de le faire, vous allez faire quoi? Déjà qu'à Douala, il n'y a pas de plage. Nous avons un fleuve, il n'y a pas de plage. Je fais ce que je fais tous les matins. Donc, je vais balayer, je vais ramasser tout ce que parce que vraiment, il y a des populations qui... Je ne sais pas comment quelqu'un peut manger une banane et lancer la peau de banane. C'est-à-dire, je vais aller dans des maisons, je vais aller rappeler aux voisins que si je trouve encore un papier mâché ici, ce sera la police. Parce que, non, on va faire comme au Rwanda. Donc aujourd'hui, c'est aller leur dire, moi j'ai déjà balayé, mais je vais dire à chacun, parce que ici quand tu te retournes, quand quelqu'un jette une peau de banane ou un résidu d'orange, tu lui demandes de balayer. Oui, quand tu l'interpelles, il dit, c'est toi qui vas balayer tout le Cameroun. C'est toi qui vas balayer tout le Cameroun. Les autres. Cela veut dire qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut installer une culture de la propreté. Les poubelles et tout ça partout. De l'environnement. Il faut installer une culture dans l'éducation, la sensibilisation. Ça ne doit pas être un problème chez vous là-bas à Milan, Adrienne. Ce genre de difficultés-là, ça ne doit pas être compliqué. Dans tous les quartiers, des jours bien précis. Par exemple, moi dans mon quartier aujourd'hui... Comment s'appelle votre quartier? On est curieux. Alors, c'est écrit Quinto Stampi. Quinto? Non, Quinto. Quinto? Stampi. Quinto, c'est 5? Oui, Stampi. Quinto? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche la parole en français. Stampi, c'est les impressions dans les, comment on appelle... dans les librairies, comment on dit? Je ne sais pas comment on peut expliquer. Quand on fait non, je ne sais pas, on ne peut pas vous aider. Hein. Dans les imprimeries, tu vois, donc on va presser les cartons et autres. Donc, Quinto Stampi. Mais on dit Quinto Stampi. Ok, ça c'est votre quartier à Milan. Voilà. Ok. Donc chez nous, vendredi et samedi, il y a déjà les camions poubelles qui passent, donc qui balayent, qui nettoient. Pratiquement, on n'a rien à faire. Bon, il faut dire que vous avez la chance, tout est bien. Oui, mais il faut dire que chaque jour. Oui.
Mais quand même, là, on demande, on interpelle l'individu pour qu'il fasse un peu plus. Un geste de nettoyage. Oui, un geste de nettoyage. Bon, il y en a quelques-uns qui vont sortir. Ceux qui sont dans les groupes de bénévolat, ils vont sortir, ils vont se faire voir à la télé. Sinon, bon, comme je veux dire, ils sont bien organisés ici. Ils sont bien organisés pour les nettoyages et tout ça. Je sais que bon, le ministère de l'Environnement ici, le gouvernement italien, il lutte fortement pour la protection de l'environnement. Et le souci majeur, c'est comment prendre soin de la Méditerranée. Parce qu'on a au moins 7% de tous les déchets, les microplastiques qui remplissent cette pauvre mer. Donc, bon, il y a des initiatives qui sont vraiment, disons, régulièrement en cours, quoi. Donc, il y a des gens qui sont là spécialement pour nettoyer. On n'attend pas forcément. Maintenant, bon, quand c'est la journée mondiale, bon, tout le monde descend sur les plages. Et puis, bon, voilà, on fait voir que tout le monde est en train de travailler. Question directe, vous allez faire quoi? On va vous obliger à prendre l'engagement. Moi, je ne ferai pratiquement rien. Parce que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà devant l'honnêteté. Devant ma maison, c'est déjà nettoyé. Le camion est déjà passé à nettoyer. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va vous obliger à lancer peut-être un message en direction des Africains, de nous autres qui sommes en Afrique. Allez-y, lancez un message à l'occasion de ce 19 septembre. Ben, à l'occasion de ce 19 décembre en Afrique, bon, essayez. 19 septembre, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'avais dit décembre. Ah bon, c'est... Vous êtes déjà dans la fête, hein? La fête, c'est encore loin, le coronavirus est encore là. Oui. Bon, le message que je vais... Oui, le message que je vais lancer à mes frères est, bon, il ne faut pas jeter les masques du coronavirus dans les rues comme ça. Il faut tenir compte aussi des poubelles, il faut les jeter, comme on l'a dit, soit bon, les plier, et puis bon, jeter dans les poubelles, dans les sachets, nourrir, et puis bon, les jeter. C'est surtout ça, parce que j'en vois ici, on en voit beaucoup, des gens qui circulent, et puis bon, qui lancent les masques, voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Comme vous le dites là, il faut rappeler aux uns aux autres que les masques là, c'est des objets à usage unique. On ne va pas les laver, voilà. Les masques bleu ciel, pas les masques en tissu qui sont fabriqués. Non, pas les masques en tissu, mais les masques bleu ciel, les masques des chirurgiens. Voilà. Il ne faut pas aller les prendre, les laver et puis venir les vendre. Non. Ok. Alors, je pense que le message est bien perçu. Nogueil, Dakar est une belle ville avec de très belles plages. Il y a une belle pratique de sport à Dakar, pratiquement au quotidien, mais des fois, ça se fait sur des sachets, dans des déchets qui gênent justement la pratique de sport. Et si vous avez bien suivi tout à l'heure Zita, elle a dit que cette journée devrait permettre de faire et du nettoyage et du sport, et cela fait dans une atmosphère de plaisir en quelque sorte. Je disais qu'à Dakar, on a beaucoup de plages, notamment, vous parlez sûrement du Corniche, la plage qui est sur la Corniche, et nous organisons quotidiennement des opérations de nettoyage au niveau des plages et tout. Donc là, présentement, notre problème ne se situe pas à ce niveau. Tout à l'heure, j'ai entendu Pulchéry parler de bulldozer. Nous, on n'a pas besoin de bulldozer, mais plutôt d'un camion-citerne et d'un pompe à eau. Oui, d'un camion-citerne. Et pourquoi pas des pompes à eau pour pouvoir vraiment évacuer les eaux des inondations. Je rappelle que depuis les pluies du 5-6 septembre, qui a duré plus de 24 heures, Dakar est plongé dans des inondations vraiment atroces. Il y a de l'eau partout. Voilà, exactement, surtout au niveau de la banlieue. Ils vivent les pieds dans l'eau, nous vivons les pieds dans l'eau. Donc, si vraiment j'avais un super pouvoir et que je pourrais faire vraiment quelque chose, j'allais tous vous mobiliser, même au pied des pieds d'avion. Pourquoi pas mobiliser des bénévoles pour pouvoir vraiment procéder à ces évacuations-là des populations. Mais c'est une belle occasion. Oui. Avec plaisir. Je vous entends pas. On le fera avec plaisir. On en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de mettre. Alors, j'étais en train d'oublier les autorités, mais vous nous les ramenez parce que il y a des problèmes d'assainissement à Dakar. Et donc, quand il pleut de cette façon, eh bien, il faut tout faire pour avoir des installations, des réseaux qui puissent permettre d'évacuer l'eau. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Je vous donne l'occasion de lancer un appel. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre, journée internationale du nettoyage.
Franchement, j'en profite pour lancer un appel aux autorités sénégalaises pour pouvoir réfléchir sur une meilleure politique d'urbanisation et d'assainissement du territoire, en fait. Parce que ça fait des années que nous avons ces problèmes d'inondation-là qui ne sont toujours pas réglés. Et je pense que c'est surtout dû à une urbanisation sauvage. On construit n'importe où, n'importe comment, on ne met pas les bons matériels. Et c'est les populations qui en souffrent, en fait. Et on n'a jamais eu ce genre de pluie en plus de 24 heures. Donc, vous imaginez qu'en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas là où dormir. Toutes leurs maisons, tous les matériels qu'ils ont eus à vraiment se battre durant toute une vie pour les avoir, ils ont tout perdu. Donc, il est temps de réfléchir à une meilleure politique d'urbanisation et d'assainissement du territoire parce que franchement, il faut un meilleur aménagement structurel pour gérer vraiment ce problème-là. Nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. Alors là, je vais me prendre pour M. Macky Sall, le président de la République. Bien dit, Nogaye, j'ai bien noté ce que vous avez dit et nous allons mettre en application ce que vous avez dit. Maintenant, vous, en tant que Nogaye, qu'allez-vous faire aujourd'hui, 19 septembre? Aujourd'hui, 19 septembre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi pas ne pas organiser des opérations de nettoyage dans le quartier, appliquer Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Ma question, elle est directe, personnelle en plus. Vous, en tant que Nogaye. Chercher de problème. La journée, il y a encore du temps. Qu'allez-vous faire? Carole vous attend. Elle attend d'entendre ce que vous allez dire. Bon, là, après, je vais faire c'est samedi, je vais aller faire mon sport. Après, je me repose. Et pourquoi pas sortir durant la soirée pour prendre de l'air. Non. Ça, c'est le programme. Bon, ok, ça, c'est votre programme. Aujourd'hui, le 19 septembre, oui. Vous allez nettoyer quoi? Il faut nettoyer quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais nettoyer. Pourquoi pas ne pas organiser une opération de nettoyage au niveau de mon quartier? Ok. Vous aurez le temps de le faire? Pourquoi pas? D'accord. Faites-le et faites des photos. On va demander à vos voisins de vous superviser. D'accord. C'est noté. Il y a plus chérie, il y a Nogaye. On attend vos photos. D'accord. Adrienne n'a pas besoin de prendre des engagements. Elle a fait que lancer un message. Elle, là-bas, tout est fait déjà. C'est ça la force des pays développés, mais dans nos pays dits pas encore développés ou sous-développés ou en voie de développement, eh bien, tout est à faire. Alors, nous sommes au terme de notre émission. On va faire le dernier tour. On va permettre à chacune d'entre vous de faire un vœu et de souhaiter que ce vœu se réalise pendant le courant de la semaine qui arrive. On commence par Pulchéri, vous êtes en face de moi. Pulchéri, quels sont vos vœux, ou bien quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui? Mon vœu le plus cher, franchement, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment la paix. C'est vrai qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de choses, on a des choses dans le cœur et tout ça, mais franchement, qu'on arrive tous à la paix. Voilà, pour qu'on puisse bâtir nos occupations. La paix. La paix en Côte d'Ivoire, c'est important ça. Nogaye, je reviens à vous. Votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher durant cette semaine, c'est qu'il ne pleuve pas. Ça peut paraître fou, mais... Les agriculteurs vont se fâcher avec vous, s'ils entendent ça. Mais à chaque fois qu'il pleut à Dakar, c'est des catastrophes. Vraiment, on tremble de partout. On prie pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Donc, franchement, c'est mon vœu pour cette semaine. Que les choses se calment un peu. Ok, mais les agriculteurs, il y en a qui attendent que la pluie tombe abondamment pour que les plantes poussent, pour avoir de bonnes récoltes. On récupérera l'inondation pour les agriculteurs. Ok. Alors, Adrienne, vous êtes à Milan, vous regardez l'Afrique, on vous envie des fois sur certaines choses, vous dites tout est propre, tout est bien, là, mais c'est bien. Mais surtout, il ne faut pas jeter les masques autour dans les caniveaux ou en passant, tout ça. Ok, maintenant votre vœu, quel est votre vœu? Faites vos vœux, bien faites votre vœu. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirienne, ça me préoccupe énormément. Et puis, comment? J'ai dit et de deux, parce que Pulchéri a dit la même chose. Oui, en Côte d'Ivoire. Et puis, je demande des prières pour le repos de l'âme de notre cher prêtre qui a été assassiné. Voilà. Et puis, à vous aussi, je vous souhaite un très bon séjour à Abidjan. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vais le rejoindre tout à l'heure.
Attachez un peu de poisson braisé à la kacheke. Ah, ça c'est... Là, c'est ça. Vous voyez les photos. Dès que l'émission est finie, je me jette sur un kacheke poisson braisé. N'est-ce pas? Ok, moi je vous embrasse tous et puis je cours à mon rendez-vous. Ok. Vous avez rendez-vous avec qui? Le médecin jeudi. Là, je suis en retard. Vous avez rendez-vous avec le médecin. Ok. Oui. Vous lui dites un bonjour chaleureux d'Afrique. Ok, je ne manquerai pas. Allez, je vous embrasse tous. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Je finis avec vous, Carole. Oui. Mais Adienne, ne partez pas, hein, il y a un morceau qui vous attend. Carole, votre vœu le plus cher pour ce week-end? Oui, encore la semaine qui arrive, j'ai deux vœux, parce que un vœu sur le plan politique, il y a le parti d'opposition, le MRC de Maurice Kamto, le rival politique de Paul Biya. Apparemment, son parti et ses militants sympathisants ont prévu d'organiser le 22 septembre une insurrection, une marche d'insurrection dite pacifique au Cameroun pour demander à Paul Biya de partir. Et le gouvernement en face a prévu des réponses drastiques pour contenir, pour démobiliser ces personnes-là. Donc je souhaite vraiment que ça n'arrive pas parce que il se dit déjà... Carole, que ça n'arrive pas? Que la marche n'ait pas lieu ou que les autorités ne réagissent pas? Vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que tout le monde veut le changement, tout le monde met dans la paix et tout ça. Bon, il y a le MRC qui est là, il y a le RDPC, ils sont tout le temps en train de se jeter des pierres. Nous, on veut le changement, mais que ça passe par les voies républicaines, c'est-à-dire par les urnes. Et vraiment, je ne veux pas qu'il y ait que le sang soit versé encore. On est déjà encore en train de pleurer les morts des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des régions anglophones. N'oubliez pas que des fois, les urnes sont bouchées. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, on va, s'il marche, vraiment, je souhaite que le gouvernement, les autorités administratives dirigent plutôt ces marches-là, encadrent les marches que de reprimer les marcheurs. Mon deuxième vœu, c'est que la ministre des Affaires sociales et la ministre de la Promotion de la femme et de la famille, que ces deux ministres-là, ces deux ministères qui sont occupés par des femmes, se réveillent. Parce que cette semaine, le Cameroun est choqué par une histoire qui vient du Nord, une femme qui a tué et préparé ses deux enfants dans une grosse marmite. Et je ne sais pas, ça commence à bien faire. Il faut vraiment que ces deux ministres-là se réveillent pour... il y a déjà trop de viols de bébés de 3 mois, 9 mois, des femmes qui sont assassinées et tout ça. Vraiment, il faut que ces deux ministres-là, je ne sais pas comment une maman peut tuer ses enfants et les préparer comme de la viande dans une marmite. Heureusement que les voisins, vraiment, c'est... le Cameroun est choqué. Je souhaite vraiment la paix pour le Cameroun. À concevoir ça. Ok, merci beaucoup. Peut-être que Pulchérie va prier également avec vous parce qu'elle a dit qu'elle prie pour la paix. Et il faut prier aussi pour que ce genre de personnage n'existe pas dans nos différentes sociétés. Nous bouclons avec Zita. Zita, votre vœu le plus cher, Zita, pour cette semaine. Mon vœu, c'est pas seulement pour cette semaine, mais moi, je souhaiterais qu'il y ait la paix en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, les pays où il y a les différentes élections, et surtout à cette dame-là qui a ouvert ou bien qui veut ouvrir une école de formation de prostitution. Moi, ce que je peux dire à cette dame, c'est que... Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Oui. Ah, d'accord. Ce que moi, je peux dire à cette dame, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses pour pouvoir participer dans une société. Donc, elle n'avait pas besoin de ça. Peut-être que c'était louable ce qu'elle a fait, mais elle aurait dû trouver une autre initiative beaucoup plus agréable. Parce que ça va à l'encontre de nos mœurs. OK.
Voilà, merci beaucoup Zita. Tenez bien le studio Omar Bongo dans lequel vous êtes. C'est l'occasion de rappeler que le centre audiovisuel Nelson Mandela, qui est dans le nord de Libreville, eh bien, a des salles, des studios, des salles techniques qui portent des noms de grandes personnalités africaines. Merci beaucoup les Georgettes, merci beaucoup Carole, merci beaucoup Zita, merci beaucoup Nogay, merci beaucoup Pulchéry et merci beaucoup Adrienne. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Et je voudrais qu'on le fasse de la meilleure des façons. Je vous propose de la bonne musique gabonaise avec malheureusement un artiste qui s'en est allé mais qui est resté dans les cœurs et dans les esprits. C'est Oliver Ngoma. Au revoir, bon week-end et à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Bon week-end.